Cher Jean-François Perret, c'est un grand plaisir pour nous de faire cette expérience comme nous faisons chaque fois que nous avons ces événements à Agalma, c'est-à-dire que avec François, nous essayons de poser une ou deux questions qui touchent à ce lien entre neurosciences et psychanalyse qui nous préoccupe, et aussi en quoi la psychanalyse et les neurosciences aussi peuvent entrer en résonance, en discussion avec des domaines autres que ceux dans lesquels il se déploie, et notamment justement l'art et la création. Alors, Jean-François, vous êtes metteur en scène ou plutôt faiseur de théâtre, comme vous aimez dire. Oui, parce que je ne mets rien en scène, donc cette indication sociale me gêne un peu, mais enfin, c'est officiel. Voilà, sur les feuilles de paye, c'est marqué metteur en scène. Ce qu'on va peut-être commencer par faire, c'est de décrire comment le processus de création d'une pièce de théâtre autour d'un thème, on va dire, scientifique, biologique, peut se mettre en place. Vous avez déjà une bonne expérience de ce type d'exercice avec Alain Prochian, notamment une pièce autour de Galilée, une pièce autour de Darwin. Et là, on va travailler ensemble autour de cette question, disons, très large du déterminisme. Enfin, je crois que la question, c'est comment on va s'y prendre. Peut-être c'est vrai que c'est une expérience qu'on fait là. C'est une expérience de parler avec Jean-François Perret. C'est aussi une expérience de se lancer dans un travail alors je ne sais pas justement, de représentation théâtrale ou de mise en jeu de quelque chose dans le théâtre qui aussi a lieu dans la science ou dans la psychanalyse aussi bien, autour de quelque chose qui nous relie et qui est à l'amorce de ce qu'on va réaliser, c'est-à-dire filiation, déterminisme, destinée, naître ou ne pas naître, hein, naître, N', circonflexe TRE, enfin, tout un programme dont on ne connaît pas encore du tout où il va aller. Non, peut-être qu'on ne le saura jamais d'ailleurs, parce que on parlait du déterminisme, mais il n'y a pas tellement de déterminisme dans une œuvre d'art, enfin en tout cas quand elle est en train de se faire. C'est rassurant ça. Oui, non, oui. Mais je reviens sur ce que vous disiez, je ne mets pas en scène. C'est pas simplement par coquetterie, mais c'est vrai qu'au début des répétitions, par exemple, le premier jour de répétition, je ne sais absolument pas de quoi aura l'air le spectacle 2 mois après. Parce que, si on parlait de la question comment on peut faire, c'est vrai qu'Alain et moi, par exemple, et avec d'autres scientifiques, philosophes ou écrivains avec qui on est en conversation, on a une certaine habitude de ces processus, mais ils restent toujours ouverts et indéterminés. Et donc, c'est pas tout à fait à partir de questions non plus, de type philosophique ou notionnel, comme le déterminisme, bon, que la chiquenaude initiale se produit. Elle est souvent effectivement le fait de conversation, mais puisque c'est moi l'homme de théâtre dans l'histoire, c'est vrai qu'un spectacle naît de manière assez contingente, fortuite, une idée comme ça. Bon, c'est vrai que celui qui nous réunit là, c'est vrai qu'on a eu de la chance, hein, parce que tout d'un coup, on s'est aperçu que les différentes problématiques se croisaient un petit peu, puis on a eu la chance de vous rencontrer. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de fils qui nous ont conduits à cette expérience qu'on va mener un peu tous ensemble à partir de l'automne, et pour un spectacle donc, qui sera créé à la Colline, au Théâtre de la Colline à Paris en novembre prochain, qui est le prolongement, parce qu'au fond, naître ou ne pas naître, votre question, c'est comment naissent les spectacles, c'est ça? Bah, aussi, bon, oui, non, mais c'est vrai. Donc, c'est aussi souvent des rencontres un petit peu... disons, les spectacles, disons, avec la démarche que vous utilisez et en partant d'une question
dans le cas particulier d'une question dans laquelle François et moi pouvons aussi nous retrouver, c'est-à-dire une question scientifique, une question, dans le cas particulier, liée à la psychanalyse. Alors, comment, à partir de ces deux disciplines, la mayonnaise va prendre dans une pièce? Je ne sais pas si est-ce qu'il y a vraiment une question au départ? Je crois que ce n'est pas une question tout à parce fait. que nous, on a posé ça. L'idée, c'est qu'au départ, il y a une question. Parce que vous pensez, mais moi, je ne pense pas. Donc, moi, j'aime bien dire qu'on fait les choses, notre cerveau fait les choses les plus intelligentes quand on pense à rien. Ou à autre chose. Ou à autre chose. Non, mais je veux dire, c'est pas... je veux dire, même sur la rencontre, par exemple, du théâtre et de scientifiques plutôt que de la science, ou sur la question, par exemple, comment on rencontre des soucis d'ordre psychanalytique, c'est jamais tout à fait de manière délibérée. C'est aussi... par exemple, on s'est retrouvé face à ce spectacle pour des raisons très anecdotiques, d'ailleurs, qui tiennent au fait que c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, comme je le dis, mon théâtre, c'est un peu prétentieux de parler comme ça, enfin c'est quand même le mien, s'expose à la science comme on s'expose au soleil. C'est-à-dire que je ne prétends pas du tout faire un théâtre scientifique, ni de vulgarisation, ni à valeur cognitive scientifique. Simplement, pour des tas de raisons sur lesquelles peut-être on pourra revenir, cette exposition a eu lieu, en partie pour des raisons nécessaires et en partie pour des raisons tout à fait de rencontre et fortuites, notamment celle avec Alain. Donc ça a donné un certain nombre de spectacles autour de figures scientifiques comme Turing, Darwin, Galilée ou d'autres, ou Sophie Kovalevsky, la mathématicienne russe, pour ne citer que... et Faust, qui était là mythiquement. Et donc... cette thématique art-et-sciences n'intéresse absolument pas les Français, enfin jusqu'à avant-hier, ni tellement les continentaux, mais en revanche les anglo-saxons beaucoup plus. Et c'est vrai que j'ai été interrogé dans mes rapports, par exemple, avec mon travail, mon amitié avec un neurobiologiste comme Alain Prochian. J'ai souvent été interrogé aux États-Unis ou en Angleterre sur la manière dont on travaille ou qu'est-ce qu'on faisait ensemble. Les gens ne voyaient pas ce qu'on fabriquait puisqu'ils ne venaient pas voir les spectacles, sauf un. Bon, comment on les crée aussi. Oui, comment on les crée. Mais il y a toute cette thématique sci-art qui est beaucoup plus prégnante dans le milieu, la culture anglo-saxonne. Et j'ai remarqué qu'immanquablement, à la fin de la conversation, on me demandait, mais puisque vous êtes européen et manifestement post-marxiste, brechtien et tout ça, pourquoi vous ne montez pas la vie de Galilée de Brecht, puisque c'est la pièce par excellence sur le savant moderne, c'est la mythologie, foi, raison, etc. Alors je me suis toujours débrouillé pour ne pas répondre. Je dis, je ne suis pas metteur en scène, donc je ne mets pas en scène des pièces toutes faites, surtout par des génies. Je préfère saloper le travail moi-même. Et donc, bon, je vais mentir comme ça, puis j'ai pas de Galilée, j'ai pas d'argent, etc. Et puis, j'ai eu un moment de dépression, l'âge venant, et un été, comme ça, avec Alain, on était en train de discuter, et je dis, je sais plus quoi faire, j'ai envie de faire autre chose, je peux pas faire de biologie à mon âge, mais peut-être du golf. Il me dit, mais pourquoi? Alors, je l'entends encore, on était en Périgord, où on passe souvent l'été, comme ça. Il me dit, mais pourquoi tu ne montes pas la vie de Galilée de Brecht? Là, j'ai trouvé ça tout cocoué, mon frère. Et alors, ça m'a un peu surpris. Seulement, il faut dire qu'on avait arrosé le déjeuner, et je lui dis, mais pourquoi tu me demandes ça? Il me dit, non, mais donne-moi 3 bonnes raisons de ne pas le monter. Ça allait déjà mieux. Oui. Et donc, j'avais l'après-midi pour y réfléchir. Donc j'ai trouvé 3 bonnes raisons qui ont donné un premier spectacle tournant autour de Galilée, le dernier, qui était, enfin je fais vite, le personnage de Virginia dans la pièce de Brecht est massacré par Brecht. Il en fait une petite gourde qui veut se marier, c'est tout dire, qui est bigote, etc. Alors que le personnage réel, on le connaît puisqu'elle a laissé beaucoup de lettres au père. Qui avait une relation que, n'étant pas psychanalyste, je ne qualifierais pas, mais enfin assez de proximité, disons. D'ailleurs, quand on va à Arcetri chez Galilée, au fond du jardin, il y a le couvent de sa fille, etc. Et donc, comme vous savez, il a obtenu l'autorisation
de passer son temps de résidence surveillée dans sa propre maison pour rejoindre sa fille qui était au couvent à côté, qu'il avait mise à 13 ans au couvent. Et elle est morte 2 mois après son retour. Elle n'est pas du tout devenue la geôlière de l'Inquisition comme Brecht. Donc, comme on avait ces lettres et que je trouve très belles, je passe là-dessus parce que ça ferait 3 émissions, et que Jeanne Balibar, qui est fille d'astrophysicienne, m'a dit ça m'intéresse, on a bricolé un truc autour de la fille de Galilée. La deuxième raison, c'était la question de la croyance et de la science. Vous savez, il y a la scène du petit moine dans la pièce de Brecht, où le petit moine, qui est physicien aussi, vient trouver Galilée, on dit j'arrête la science, on est devant le diable là, etc. Mes parents, qui sont de pauvres paysans en Campanie, si on leur dit qu'ils tournent sur un caillou n'importe où comme ça, leur misère n'a plus de sens. À quoi Galilée de Brecht, assez marxiste, répond c'est la misère qui est un scandale, etc. Bon. C'est un très beau texte, d'ailleurs qu'Heiner Müller a repris sans la réponse de Brecht, de Galilée, qu'on les confond toujours, dans sa pièce Germania 3, et qui m'intéressait lié à un autre syntagme brechtien, quand il fait dire à son Galilée « je crois en la raison ». Je trouve que c'est comme oxymore, c'est pas mal ça. Et donc on voulait faire avec Alain un deuxième spectacle, c'était une trilogie, notre démontage dérivé là, de Brecht, qui était sur « peut-on ne croire en rien ?» quoi. Et le troisième épisode, c'était sur quoi porte, alors ça nous amène au thème, sur quoi porte un conflit entre un discours religieux ou une attitude religieuse et la science, en gros, aujourd'hui. C'est évidemment autour des questions du vivant. Et notamment, il n'y a qu'à voir les réactions des églises, et surtout l'Église catholique, c'est vrai, au moment où Robert Edwards a eu son prix Nobel cette année, la condamnation immédiate du Vatican, s'il y a des embryons congelés dans le monde entier, dans les réfrigérateurs du monde entier, c'est à cause de ce monsieur, etc. Et donc, c'est vrai, cette question de... Je veux dire, imaginer une procréation hors des voies naturelles me paraît une conversion, un renversement, une révolution aussi importante que la révolution copernicienne, enfin, du point de vue de l'imagination, d'avoir l'idée qu'on peut féconder dans une éprouvette, ça nous intéressait. Mais donc, c'est quand même à partir d'une question, on va dire, en tout cas pour cette troisième volet, une question scientifique quand même, ou en tout cas d'un développement scientifique et ses implications avec la société, la croyance, la religion, qui a un point de départ. Le point de départ, il est dans l'oxymore, finalement, dans ce qui est présenté. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction. Croire en la raison, oui. Ou ça, c'était plutôt pour le deuxième épisode qui n'a pas eu lieu, parce qu'il y a eu un changement de direction au Théâtre National de Chaillot, on m'a foutu à la porte. Mais c'est devenu le palais de la danse, alors j'ai pas eu le temps de me récupérer avec des danseuses. Donc, le troisième épisode, c'est quoi le point de départ? Alors, le point de départ, c'était effectivement la scène de la vestition du pape. Donc, je pense qu'il y aura du striptease papal, papiste, ou je ne sais pas comment on dit, à Genève, il faut se méfier. C'est cette fameuse scène qui est toujours citée, qui est une scène d'anthologie chez Brecht, où effectivement, le pape, à mesure qu'on l'habille, de position assez proche, puisqu'il est lui-même scientifique, de Galilée, finit par, une fois qu'il est habillé en pape, dire au grand inquisiteur qu'on lui montre les instruments. Bon, et donc, effectivement, l'habit fait le pape. Alors, qu'est-ce qui se passe si on stripteasait Benoît XVI? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'il a des idées beaucoup plus libérales quand il n'est pas déguisé en pape allemand. Mais bon, on verra. Mais disons que le point de départ dramaturgique ou de métier, je dirais, oui. C'est aussi cette scène qui est citée partout dans la littérature sur Galilée. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la pièce de Brecht, c'est qu'elle est sortie hors du cadre de la littérature secondaire purement dramatique. Elle est citée partout. Ce texte est cité partout, même dans les ouvrages scientifiques ou de l'histoire des sciences, etc. Il a réussi un coup, là, d'aller se mettre parmi c'est pas ses pairs, justement, mais pardon. Il y a quelque chose qui s'est passé avec cette pièce. Et c'est pour ça qu'elle est sans doute un peu mythique ou mythologique. Et donc, le point de départ, c'était effectivement toujours ce démontage de cette pièce. Je dis, moi, je travaillerais bien sur la scène de la vestition. Donc, on s'est demandé avec Alain, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sur quoi porte le conflit, l'opposition, effectivement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, entre le pape, pour faire vite, et la science, c'est sur le vivant.